Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine au cœur des stratégies d'investissement et des grands enjeux patrimoniaux. Pendant près d'une heure, vous en avez l'habitude, on va décrypter les tendances, on va analyser les opportunités et vous donner des clés pour piloter efficacement votre patrimoine avec bien évidemment l'éclairage précis et concret de nos experts. Alors au programme de ce 53e numéro, on commence par parler retraite. Mais je vous rassure, on ne va pas vous replonger dans le labyrinthe des réformes. L'idée aujourd'hui, c'est de faire le point sur votre propre situation. Comment pouvez-vous établir un véritable bilan retraite? Quels outils mobiliser pour anticiper sereinement? Et puis, on mettra le cap sur l'immobilier locatif avec un classement exclusif des villes les plus attractives où investir en 2025. Entre rentabilité, dynamisme économique et perspective de valorisation, on vous aide à faire les bons choix. Et puis enfin, une touche d'évasion et peut-être un peu de rêve. Et si la vie de château devenait une stratégie patrimoniale à part entière, investissement passion ou réelle opportunité, on vous dira tout. Réflexion, anticipation, action, c'est l'ADN de Cœur de patrimoine. Prenez place, l'émission commence. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on entame donc notre numéro de la semaine par cette thématique de la retraite. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a les réformes, il y a les décalages des âges, il y a des incertitudes sur les montants. Mais au fond, est-ce que l'on sait, en parlant retraite, vraiment à quoi s'attendre? Et surtout, est-ce qu'on est pieds et poings liés ou est-ce qu'il est possible d'agir un petit peu avant qu'il ne soit trop tard? On va s'intéresser aujourd'hui à un outil concret qui est souvent un peu méconnu et pourtant redoutablement efficace pour se préparer à la retraite. Ça s'appelle le bilan retraite et pour en parler, j'accueille avec plaisir Sonia Hemlinger. Bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour lilicaire.fr. Alors c'est vrai que quand on parle retraite, on se demande toujours un peu à quelle sauce on va être mangé. Alors, il y a des simulateurs en ligne, il y a même le site officiel qui nous aide à nous préparer, etc. Mais il y a aussi ce que je disais, ce qu'on appelle un bilan retraite. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire, vous concoctez à base de ces simulateurs, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On va deviner un petit peu à quoi on aura le droit. C'est quoi un bilan retraite? Alors, vous avez raison, il y a plein de simulateurs de toutes sortes en ligne, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y a à boire et à manger. Exactement. Donc, un bilan retraite, c'est un bilan complet où on va définir une stratégie humaine en fonction aussi de ce que souhaite la personne pour vivre tout simplement, s'il veut s'arrêter tôt ou plus tard de travailler. Et on va faire une photographie de sa carrière et on va l'aider à optimiser au maximum pour mettre en place un plan d'action. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une estimation chiffrée? Pas du tout. On va mettre en place un plan d'action global avec énormément de stratégies autour, tout en considérant évidemment la stratégie de vie surtout. Mais j'ai envie de dire, on a l'impression quand on vous entend et puis quand on commence à regarder un peu tous ces simulateurs qu'effectivement c'est hyper compliqué. Et pourtant, on a envie de dire, on a toutes nos feuilles de paye où on voit ce qui est parti. En faisant un petit effort, on arrive à peu près à retrouver des relevés de carrière, des outils qui nous disent à peu près où tout est positionné. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de se dire qu'est-ce que sera ma retraite? Alors effectivement, c'est compliqué et même pour des personnes qui ont toujours été salariées, en moyenne, elles ont cotisé entre 3 et 5 régimes différents. Donc, c'est là où ça se corse, forcément, puisqu'il peut y avoir des erreurs. Donc, très souvent, malheureusement, il y a énormément d'erreurs dans les relevés de carrière. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment faire des vérifications, aller récupérer ces trimestres un peu partout manquants. Et puis aussi, pouvoir se projeter sur un calcul et un âge optimal de la retraite. C'est ça qui est important. Alors, on va bénéficier de toute votre expertise, Sonia Hemlinger, avec Lilicaire. Un vrai bilan retraite. Ça se passe comment? C'est quoi la méthode? C'est quoi le truc?
Alors effectivement, on a une méthode qu'on a mis en place en 4 étapes. La première étape, c'est prendre les relevés de carrière et tout vérifier. On va vérifier ligne par ligne, on va recalculer. Donc là, on rapproche tous les éléments. On rapproche tous les éléments, on croise les différentes caisses dans lesquelles vous avez pu travailler, salariés, non salariés, fonctionnaires, etc. On va tout croiser, on va tout reconstituer. Ensuite, on va corriger. La plupart du temps, il y a des corrections à faire. Si vous avez travaillé à l'étranger, on va récupérer aussi des trimestres à l'étranger, s'il y a des conventions entre les pays. Ensuite, on va calculer l'âge optimal pour prendre votre retraite. Est-ce que c'est 63, 64, 65 ? Et également, vous définir le montant. En ayant fait toutes ces corrections de carrière, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais toucher finalement à la retraite ? Et pour finir, c'est surtout ce qu'il y a de plus important, c'est ce plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ? D'ici là, oui. Exactement. Est-ce qu'il faut que je fasse des rachats de trimestres ? Est-ce que je peux prendre une retraite anticipée ? Est-ce que je vais faire un cumul emploi-retraite ? Si je suis indépendant, est-ce que je dois me payer en dividendes ou plutôt en salaire, en revenus de travailleurs non salariés ? Donc tous ces calculs-là sont très importants à faire et c'est un plan d'action qu'il faudra mettre en place ensuite en amont. J'aime bien toujours qu'on essaye de prendre un peu nos auditeurs par la main et de leur expliquer, enfin de leur démontrer le pourquoi du comment de tel aspect patrimonial qu'on est en train d'évoquer. Si on prend quelques exemples, parce que quand vous nous dites on va tout rapprocher, on va tout vérifier, on va tout corriger, j'imagine que ça veut dire que si quelqu'un l'avait pas fait et avait entre guillemets bêtement accumulé ses papiers en réclamant son dû, il y aurait peut-être eu une différence entre ce qu'il aurait eu et l'âge auquel il aurait décidé de partir et la même chose une fois qu'il vous a fait confiance. Oui. Donc, est-ce que vous auriez, vous, ce matin, là, quelques exemples à nous proposer en nous disant, voilà, monsieur untel, si ceci, si cela ? Oui, alors un exemple récent donc d'une personne salariée qui a été salariée toute sa vie. Il vient nous voir et il nous dit moi je pense que je vais, avec ce que j'ai vu sur le site de l'assurance retraite, je devrais avoir 1 350 € net en pouvant partir à 64 ans. On a récupéré des trimestres, on a tout recalculé et il y avait des erreurs évidemment. On a pu déjà lui dire non, c'est pas à 64 ans que vous allez prendre votre retraite, c'est à 63 et en plus c'est pas 1 350 €, c'est 1 650 € que vous allez percevoir grâce à ces trimestres et ce recalcul et ces réclamations qu'on a faites. Donc, sur une vingtaine d'années où il va à peu près, en moyenne, être en retraite, c'est presque 70 000 € de gains pour lui. Donc, c'est quand même assez important. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ont travaillé à l'étranger. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de choses. Là, on complique un peu la donne par plaisir. Mais allons-y. On complique évidemment les choses, surtout s'il y a plusieurs pays. Mais on a eu récemment un de nos clients qui a passé un très grand nombre d'années au Brésil. Il a 60 ans. Et puis, il nous a dit, mais de toute façon, moi, je vais avoir 2 500 € à 67 ans. Je pourrais pas partir avant, etc. On a tout repris. Son entreprise avait quand même cotisé pas mal à la Caisse des Français de l'étranger, en tant que cadre aussi, etc. Et finalement, en récupérant tout, les années de service militaire aussi, par exemple, les années où il a cotisé au Brésil, on lui a dit, non, tu vas pas partir à 67 ans, tu vas partir à 62 ans et 9 mois. Tu vas pas avoir 2 500 €. Là, c'est vraiment un gros gap. On a recalculé, ça va être 4 500 € parce qu'il y avait toute la période cadre, etc. Et puis, il nous a demandé, est-ce qu'on fait des rachats de trimestre ? Est-ce que je continue à cotiser à la CFE ? Rien du tout. On fait pas de rachat de trimestre. On cotise plus à la CFE et aujourd'hui, il est indépendant et il ne se paye qu'en dividendes. Donc, il y a vraiment de l'optimisation à faire et les gens n'y comprennent rien. Ouais, et les écarts que vous évoquez, Sonia, ils sont quand même significatifs. C'est-à-dire que c'est pas 50 balles par mois. Alors que j'ai envie de dire l'exercice que vous avez fait, je suis désolé, ne le prenez pas comme dénigrement, mais est pourtant simple. Juste revérifier, etc. Du coup, qui est concerné par l'idée de devoir faire un bilan retraite ? Il y a juste, comme vous l'avez donné dans votre exemple, ceux qui ont eu des carrières très particulières, avec de l'étranger, avec ceci, avec cela, avec des différents statuts, etc. Oui. Ou est-ce que finalement, ce matin, tout le monde doit se sentir concerné et se dire, il faut que je fasse un bilan retraite ? Alors, très bonne question.
tout le monde est concerné. Et c'est l'exemple que je donnais de la personne salariée juste avant, parce que en général, on a toujours cotisé à plusieurs caisses. Donc, de recalculer et de tout reprendre, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est pratiquement impossible. Toutes ces vérifications. Donc, tout le monde est concerné. Alors, évidemment, encore plus des personnes qui ont été soit salariés, puis après indépendants, et puis éventuellement fonctionnaires, ou éventuellement en ayant eu de l'expatriation, ou même des trous de carrière. Je pense à des femmes, par exemple, qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs années. Donc, c'est là où il va y avoir de l'optimisation, aller racheter des trimestres, aller récupérer ces trimestres. Donc, tout le monde est concerné. Bon. Qu'est-ce qu'on se dit comme petit mantra à avoir là en une phrase, si l'auditeur qui nous écoute ce matin ne doit retenir qu'une seule chose de cette dizaine de minutes passées ensemble, Sonia ? Alors, je dirais que ne pas faire de bilan retraite, c'est comme monter dans un train et sans savoir où on va. Ah ouais. Donc, on ne connaît pas la destination. On verra au bout. Voilà, on verra au bout. On ne connaît pas les stations dans lesquelles on va s'arrêter. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut anticiper à partir de 45, 50 ans, y penser, faire un bilan retraite et mettre en place un plan d'action, évidemment, toujours se faire aider par des professionnels. Oui, parce que autant il faut penser à sa retraite, j'ai envie de dire, dès le départ, autant les premiers relevés, etc., ils ne sont fiables qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est ça, hein ? Ça vaut vraiment la peine, effectivement, à partir de 40 ans. Comme ça, on peut déjà regarder un petit peu... C'est pas la peine de regarder 15 jours après avoir commencé à bosser. Exactement, ce qui a été fait et pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est essentiel. Donc, prendre le train en connaissant la destination. Mise au point très concrète, bilan retraite, donc à faire. C'est pas une option, c'est vraiment un outil stratégique de gestion de patrimoine à part entière et il ne faut pas attendre l'âge légal pour se poser les bonnes questions. Merci Sonia. Merci Cédric. Sonia Emlinger et lilycare.fr sur Radio Patrimoine. Et nous, on poursuit notre voyage. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue bien évidemment à vous accompagner et dans ce marché immobilier qui a été notamment bousculé par la remontée de taux, la baisse de pouvoir d'achat donc des emprunteurs et des choix de plus en plus complexes pour les investisseurs. Il y a un repère solide qui fait sans doute du bien et ce repère, on va le disséquer. C'est une enquête, un classement. Guy Hockey l'immobilier en partenariat avec Bien Ici, la plateforme classement des villes les plus attractives pour investir cette année en 2025 avec un prisme très clair, celui de la rentabilité brute et de la tension locative. Pour en parler, eh bien, on accueille Delphine Herman. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, donc porte-parole de Guy Hockey. On va bien évidemment détailler le classement, sinon ce serait pas drôle. Mais d'abord, petite question, pourquoi une telle étude ? Et j'ai envie de dire, à qui elle s'adresse ? Alors d'abord parce que, comme vous l'avez dit, l'immobilier, en termes d'investissement locatif, c'est un pilier du patrimoine des Français. Mais, vous l'avez dit aussi en introduction, leurs arbitrages sont devenus de plus en plus complexes. Donc, on s'est dit que les investisseurs avaient besoin de repères objectifs et concrets pour pouvoir prendre des décisions et faire les bons choix. Donc, c'est un petit peu une boussole pour aider à la décision. Et l'idée, c'était de s'adresser à tous les investisseurs, qu'on soit primo-investisseur, c'est-à-dire pour la première fois, qu'on cherche à investir en bon père de famille ou bien qu'on soit un petit peu plus aguerri. Alors, boussole, très bien, le terme me va parfaitement, avec, je le disais, deux critères qui guident un peu l'aiguille. Il n'y a pas que le Nord, il y a la rentabilité et il y a la tension locative. Pourquoi ces deux critères ? Qu'est-ce que ça signifie exactement, notamment pour l'investisseur ? Oui, et puis notamment pour ceux qui ne connaissent pas bien ces indicateurs. Donc le rendement, et on a utilisé plutôt le rendement brut, ça va être le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat du bien. Donc ça va nous donner le rendement potentiel d'un bien. Et puis d'un autre côté, on a la tension locative. Là, l'idée, c'était de mesurer la demande de location sur un territoire donné par rapport à l'offre. Donc de mesurer aussi ce qu'on appelle la vacance locative, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous risquez de ne pas avoir de locataire. Et en fait, en croisant les deux indicateurs, on essaie d'identifier non seulement les villes rentables, mais aussi et surtout celles où les logements trouvent preneur en réalité en termes de location. Alors, attention, que les auditeurs et les téléspectateurs ne soient pas forcément surpris quand ils vont parcourir cette étude. Vous évoquez pas tous les appartements, pas tous les biens. Vous êtes même concentré sur les petites surfaces, les studios et les 2 pièces. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est vraiment le cœur de ce marché
de l'investissement locatif ? Oui, alors clairement, les petites surfaces, comme on va les appeler, ce sont vraiment les produits d'appel de l'investissement locatif, les produits d'appel classiques, on va dire, souvent parce qu'elles offrent des meilleurs rendements. Pourquoi ? Parce qu'elles se louent un petit peu plus cher au mètre carré que les surfaces un petit peu plus grandes. Elles correspondent aussi à la demande, qui est relativement forte de la part des étudiants, de la part des jeunes actifs, de la part des personnes seules. Et puis, pour l'investisseur, au moment de l'achat, souvent le ticket d'entrée, forcément, est plus accessible. C'est ça. Plutôt qu'un grand 4-5 pièces familial, c'est sûr que c'est... Bon, qu'est-ce qui nous dit justement ce classement ? Il y a... qui est-ce qui se dégage ? Allez, on part toujours là-dessus, mais le tiercé, c'est quoi ? Alors, le tiercé, c'est d'abord des catégories. On a d'abord des catégories qui sont les métropoles tendues, qu'on connaît bien, Paris, Lyon, Bordeaux, où là, on a une très forte demande locative, donc très peu de vacances. Il n'y a pas beaucoup de risques de ce point de vue-là, mais on a des rendements de fait plus faibles, puisqu'on va acheter plus cher, et généralement dans les villes les plus chères, même, j'ai envie de dire. Ensuite, on a les villes à haut rendement, par exemple Perpignan ou Saint-Étienne. Pourquoi elles sont à haut rendement ? Justement parce que là, on va acheter très peu cher, où la rentabilité va être très élevée, mais en revanche, vous avez un risque de vacances locatives, c'est-à-dire un risque de ne pas louer sur la totalité de l'année. On rappelle que toutes ces idées sont bonnes aussi en termes d'investissement général. Quand le rendement est élevé, non mais je le redis à chaque fois, parce qu'un peu de pédagogie ne nuit pas, c'est forcément qu'il y a une part de risque qui est supérieure. Après, vous l'identifiez comme vous voulez, mais... Oui, donc, l'immobilier répond clairement à ça. Plus le risque est élevé... Profil, donc, et le troisième profil, les villes, on va dire, un petit peu plus équilibrées, comme Besançon, Metz ou Nîmes, où là, on a plutôt un bon compromis entre le rendement, la sécurité locative et puis le potentiel d'investissement à long terme, on va dire le potentiel patrimonial. Qu'est-ce qu'on se dit justement quand on prend ces villes comme vous dites, Nice, donc en tête de classement par exemple, aussi bien sur les studios que les 2 pièces, malgré des prix au mètre carré élevés, ça dit quoi ? Alors Nice, c'est un petit peu la surprise, effectivement, elle est arrivée en tête de classement, comme vous l'avez dit. Pourquoi ? Parce qu'elle combine 3 atouts. D'abord, une très forte tension locative, il y a une très forte demande des étudiants, une très forte demande des actifs et aussi des saisonniers, sur une ville, une station balnéaire aussi puissante. Ensuite, deuxième critère, la rentabilité est relativement solide. Là, en brut, on est à peu près en moyenne à 4,8%, ce qui est assez rare. Et puis, il y a un très fort potentiel patrimonial, c'est-à-dire de prise de valeur du bien à long terme. Donc, même si les prix sont élevés, comme la demande dépasse largement l'offre, on sécurise l'investissement. Et alors, j'ai envie de dire à l'inverse ou à l'opposé, je sais pas, il y a ces villes comme Perpignan, comme Saint-Étienne, avec ces très gros rendements, presque 8%. Oui. Là, il y en a qui peuvent avoir les yeux qui brillent, mais donc il y a ce risque. Exactement. C'est exactement ça, parce qu'elles ont un très haut rendement, d'abord parce que les tickets d'entrée, les prix d'achat sont relativement faibles. On peut avoir des biens à 60 ou 100 000 euros, donc ça reste pour un premier investissement, ça reste très abordable. Mais la tension locative est plus faible, donc il faut énormément faire attention à la demande en fonction des quartiers. Il faut bien cibler ces quartiers. Parce que, effectivement, le risque de ne pas louer est plus important. C'est exactement ce que vous avez dit. Plus le rendement promis est élevé, plus la prise de risque est importante. Et puis donc, les fameuses villes intermédiaires, on les qualifie de villes pour les bons pères de famille, ceux qui veulent un peu garantir finalement leur investissement. Oui, c'est un petit peu ça. C'est plutôt un bon mix entre la rentabilité, la tension locative et puis ce qu'on peut en imaginer plus tard. Ça va être des villes comme Limoges, Besançon ou Metz, où là, on a des 2 pièces à 110 000, 140 000 euros, de plus de 40 mètres carrés, où là, on a un rendement brut qui peut être attendu autour de 6%. Et là, on est quand même plutôt effectivement sur des projets à long terme. C'est-à-dire qu'on parie sur l'avenir, on se dit je place correctement mon argent, je sais qu'à minima je n'en perdrai pas et au mieux j'en gagnerai. Alors voilà, on a détaillé un petit peu ce classement, on renverra bien évidemment à votre site pour le détail, mais surtout l'intérêt de ce type de publication, c'est aussi l'outil, entre guillemets, l'utilisation patrimoniale qu'un investisseur ou qu'un épargnant peut faire de tout ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut l'utiliser justement, cet outil, quand on réfléchit, quand on se dit est-ce que j'y vais, où est-ce que j'y vais Alors, en immobilier, c'est vrai que ce soit pour une résidence principale ou que ce soit pour un investissement locatif, en fait, il faut décider en fonction de son profil et de son projet. Si vous cherchez du rendement immédiat, comme on l'a dit tout à l'heure, alors il faut viser des villes à très haut rendement, comme Saint-Étienne ou Limoges. Si vous cherchez plutôt à placer votre argent sur du long terme sans prise de risque, là, préférez plutôt des métropoles ou éventuellement des villes en transformation, en faisant attention aux quartiers. Nice, Marseille en feront partie.
Et si vous voulez absolument garantir le règlement des loyers, j'allais dire quasiment sans faille, si vous voulez vraiment cette sécurité locative-là, et puis surtout garantir, si je puis dire, l'absence de vacances locatives, alors il faut aller sur des zones à très forte tension, comme par exemple Paris, Toulouse ou Montpellier. L'idée, c'est vraiment, à partir de cette étude, d'aider à arbitrer ou à diversifier son patrimoine immobilier. Mais ça veut dire que, je le rappelais, le contexte de ce marché immobilier, je le rebrossais assez rapidement en introduction, il est quand même pas facile, il est quand même encore assez frappé du sceau de l'incertitude, il y a les taux, mais il y a la demande qui reste fragile, etc. Aujourd'hui, vous diriez quoi, peut-être une fois cette étude terminée, vous diriez aux épargnants, bah ouais, c'est le moment de se lancer, ou bah, profitez-en pour attendre encore un peu, mais achever, faire mûrir votre réflexion avant de vous lancer? Alors là aussi, savoir si c'est le bon moment pour acheter ou pour investir, ça dépend beaucoup d'abord et avant tout de sa propre vie et son propre projet. C'est la question à la noix du journaliste. Non, pas du tout, mais c'est important de rappeler que c'est d'abord et avant tout lié à où est-ce que vous en êtes dans votre vie, où est-ce que vous en êtes de votre patrimoine et du risque mesuré ou moins mesuré que vous avez la possibilité ou l'envie de prendre. Oui, les taux baissent, les prix sont encore à peu près ajustés. Ils n'ont pas forcément baissé partout. On sait que notamment sur toutes les villes côtières, ils n'ont pas baissé. Donc il y a des opportunités. Évidemment, dans les zones tendues, les bons biens partent toujours vite. Donc si votre besoin, c'est d'investir dans ce genre de ville, là, si vous attendez, vous risquez de toute façon de louper une fenêtre de tir intéressante. La clé principale, c'est de bien choisir sa ville, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de votre projet, de bien choisir sa ville, de bien choisir le type de bien, l'emplacement évidemment. Dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Et quand je dis bien choisir sa ville, je voudrais insister sur un point, notamment pour ceux qui le font pour la première fois. C'est important aussi d'essayer de choisir une ville que vous connaissez. Votre prise de risque sera quand même moins grande. Parce que vous connaissez bien les quartiers. Forme d'affinité avec son marché, avec sa géographie. Oui, tout à fait. Et puis, dans la mesure du possible, vous faire bien accompagner, ça peut aider. Malgré tout, voilà, on a un certain nombre de villes qui ressortent avec les critères que vous avez expliqués. Mais j'ai presque envie de dire que si on reprenait ce baromètre, ou un autre d'ailleurs, à un autre moment, dans le passé, l'année dernière, l'année d'avant, il y a, et on sait quand même que l'investissement immobilier reste quand même un investissement de temps long, donc il faut se donner aussi un petit peu d'allonge. On peut se dire, ouais, mais avant, on me parlait de Nantes, on me parlait de Bordeaux, on me parlait d'Annecy, voilà. On en a eu des vedettes. Et aujourd'hui, là, par exemple, dans votre baromètre, on s'aperçoit qu'elles ont un petit peu perdu de leur superbe ou de leur lustre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, finalement, là, je sais pas, toutes ces villes qu'on vient de citer, c'est bon pour cette année, mais l'année prochaine, finalement, on va peut-être m'en sortir d'autres du chapeau. Est-ce que... comment je fais, quoi ? Oui, alors c'est aussi le charme du marché immobilier. Il évolue. Donc effectivement, peut-être que l'année prochaine, on aura un classement différent. Mais ces villes que vous citez, Nantes, Bordeaux ou Annecy, c'est des villes qui restent importantes et intéressantes d'un point de vue patrimonial. Et donc plutôt pour un investisseur qui sera... mais elles sont plus en haut du podium. Hein, plutôt pour un investisseur qui sera en quête de rendement. Parce que le rendement locatif reste élevé, même s'il a un petit peu faibli. Les prix au mètre carré sont très élevés et la tension locative a tendance un tout petit peu à ralentir. En fait, sur ces marchés-là, c'est une évolution assez logique parce que ce sont des marchés qui, d'une part, sont plutôt arrivés à maturité et d'autre part, pour certains d'entre eux que vous avez cités, sont des marchés qui, pour certains, sont régulés avec l'encadrement des loyers. Donc, effectivement, ça limite la notion de rendement et il vaut mieux y voir une valeur sûre patrimoniale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a telle ou telle ville peut avoir été en haut de classement une année et après, finalement, changer et être plutôt dans la catégorie bon père de famille en faisant moins d'étincelles, mais en sécurisant un petit peu son rendement. Merci beaucoup. Merci, Cédric. D'être passé nous détailler tout ça. Donc, Delphine Herman. On retrouve, bien sûr, l'intégralité de tout ça sur les sites de Guy Hockey et de Bien Ici. Les liens, comme d'habitude, seront en description du podcast. Et c'est peut-être pour vous, en les parcourant, le point de départ d'un prochain investissement locatif. Et nous, on continue. On va rester, un petit peu dans l'immobilier, mais on va changer de style. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine donc notre voyage de ce mercredi avec un actif à la fois rare, emblématique et assez inattendu, on va dire, dans une stratégie d'investissement qu'on qualifiera de patrimonial. Cet actif, c'est le château. Alors attention,
pas le château inaccessible, ruineux à entretenir. Non, on va parler aujourd'hui de château, j'ai envie de dire clé en main, restauré, valorisé et intégré dans un environnement patrimonial et fiscal. Et c'est un pari assez audacieux que j'ai découvert. Cette société, c'est Prosper, fondée par 3 passionnés de vieilles pierres, et son ambition, donc, réinventer cette vie de château. Pour en parler, Pierre-Emmanuel Chadefaux, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Vous êtes fondateur de Prosper. Alors, si je vous dis à vous, château, on pense inévitablement à un truc inaccessible, des toitures à refaire, des pierres qui s'écroulent, etc. Enfin, bref, un gouffre de restauration. Mais vous, vous proposez autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement que Prosper ? Prosper, effectivement, c'est une référence à Prosper Mérimée, qui est le génial inventoriateur des monuments historiques, qui il y a maintenant quelques années a répertorié tous les monuments historiques en France. Donc Prosper, qu'est-ce qu'on fait ? On facilite l'accession à la propriété de château. Comme vous l'avez dit, les images du vieux château avec la porte qui grince, le toit qui goutte. Nous, vraiment, ce qu'on propose, c'est 2 choses. C'est la rénovation, l'ameublement de château, et donc la livraison de château clé en main jusqu'à la petite cuillère. Et après, la gestion et l'opération de château pour en fait créer une nouvelle classe d'actifs qui est le château en résidence secondaire opéré. Voilà, un château clé en main. Alors, je vais réemployer un peu les termes qu'on trouve quand on se connecte sur votre site, sur vos propositions, qui est de dire vous vendez pas juste un bien, mais vous vendez une expérience et une stratégie patrimoniale, c'est-à-dire ? Exactement. On ne vend pas juste un bien. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez au lendemain de votre acquisition, vous ne vous retrouvez pas seul face à votre château sans savoir quoi faire, parce qu'un château, c'est un peu comme une vieille voiture. Si vous ne savez pas le manier, globalement, elle va vite perdre de la valeur, et après, vous allez devoir la revendre en ayant perdu de sa valeur intrinsèque. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose un château qui a été rénové, et surtout derrière une équipe, donc c'est-à-dire un couple de gardiens qui va venir opérer la propriété, la préparer quand vous venez, mais aussi vous proposer de générer des revenus grâce à ça en faisant du locatif, de l'événementiel, en créant toutes les expériences autour du château. Et donc ce package-là, nous, on le propose, et c'est une stratégie qu'on dit patrimoniale en quelque sorte, car vous investissez dans un château refait qui a une certaine valeur, nos gardiens l'entretiennent, on maintient cette valeur, et en plus de ça, vous avez, comme on l'a dit juste avant, on s'intéresse aux monuments historiques, vous avez une surcouche fiscale qui a un intérêt majeur, c'est la défiscalisation en monuments historiques. Alors oui, justement, ça c'est un dispositif qu'on a pas mal évoqué ces derniers temps sur Radio Patrimoine, puisqu'on a couvert, on le rappelle, le salon Ville et Patrimoine à Bordeaux, qui traite de cette réhabilitation notamment du bâti. Qu'est-ce que c'est justement ce dispositif monument historique ? Est-ce qu'on peut en faire une petite fiche pratique, enfin l'essentiel, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors pour être très didactique, en fait, ce dispositif fiscal des monuments historiques, il est surtout connu pour de l'achat de l'investissement locatif en secteur sauvegardé. Nous, on n'est pas vraiment là-dedans. On est sur l'autre volet du dispositif du dispositif fiscal des monuments historiques, c'est-à-dire l'investissement dans des châteaux ou manoirs classés ou inscrits monuments historiques, qui vous permet de défiscaliser, donc de déduire de votre revenu imposable à l'euro, les travaux et les charges qui portent sur votre bien. Vous faites 1 euro de travaux, vous payez 1 euro de charge sur votre château, et c'est 7 euros que vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable. Et donc, en fin de compte, c'est sur les tranches marginales d'imposition les plus élevées, un château qui peut vous revenir jusqu'à 45% moins cher. Voilà. Et de façon déplafonnée. Et de façon déplafonnée, oui, parce qu'attention à toutes ces niches, entre guillemets, qui en fait sont dans le plafonnement des niches, et du coup, on peut assez rapidement manger le gâteau. Et tout est pris en charge par vos équipes, c'est ça ? Exactement. Nous, ce qu'on vous dit, c'est on a géré les travaux, vous achetez un bien neuf, et surtout, on va s'occuper de faire les petits travaux du quotidien, la gestion, l'opération, et donc quand vous arrivez, votre château il est prêt, le poulet dans le four, le feu de cheminée est allumé, et tout ça, les charges d'entretien du bien, ça, on s'en occupe, à la fois pour la gestion, on va dire, opérationnelle, mais aussi pour la gestion administrative, déclarer, gérer la relation avec la DRAC, les ABF, toutes les déclarations fiscales qu'il faut faire, ça, on s'occupe de tout, et vous avez vraiment un château clé en main. Donc, très loin de l'image que je sous-entendais du propriétaire livré à lui-même face à une ruine qui s'effondre.
Exactement, on en est assez loin. Vous pouvez aller voir sur notre site la qualité des rénovations qu'on propose et surtout de l'expérience. Quand on n'a pas le temps, parce que ça reste une résidence secondaire, donc on n'y va qu'un certain nombre de jours dans l'année, en fait on a besoin d'un tiers de confiance qui vous permet réellement de profiter. Et ce tiers de confiance, nous sommes les seuls à l'heure actuelle à en être, et donc nous sommes ceux qui peuvent permettre de réenchanter la vie de château. Et alors, côté rentabilité, qu'est-ce que ça donne ? Parce que j'ai envie de dire, on va être propriétaire. Alors, on a bien compris l'idée qu'a priori, le bien ne perdrait pas de valeur. Mais est-ce qu'il va en prendre ? Est-ce qu'il y a une perspective de valorisation ? Enfin, voilà. Ou est-ce que c'est du placement plaisir ? Alors, sur le premier point, notre travail, c'est de faire le meilleur sourcing possible. C'est-à-dire trouver des châteaux qui, dans leur configuration, dans leur architecture et dans leur rénovation, vont, à travers le temps, ne pas perdre de valeur. Ça, c'est notre premier savoir-faire. Ensuite, c'est effectivement un bien qui est plutôt une danseuse, c'est-à-dire que comparé à d'autres formes de rentabilité, d'autres investissements, il ne sera pas aussi performant, mais vous n'achetez pas la même chose. C'est-à-dire que vous achetez un bien qui, globalement, ne va pas vous coûter d'argent. Vous allez arriver à couvrir vos charges si vous le mettez en exploitation, et nous, on s'occupe de ça pour ça. Donc, c'est tout l'intérêt de passer par nos services. Mais globalement, ça reste une danseuse qui peut avoisiner, on va dire, une rentabilité entre 2 et 3%. D'accord. Juste une petite question subsidiaire, mais aujourd'hui, je suis auditeur, je me dis, tiens, oui, j'aurais bien mon manoir quelque part. Donc là, je vous appelle ou je vais sur votre site et je trouve des propositions. Mais si jamais, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un manoir qui est un peu un puits sans fond, etc., je peux vous contacter en vous disant, est-ce que vous pouvez lui donner une deuxième vie ? Est-ce que, le sourcing, comment vous le faites ? C'est une très bonne idée. Effectivement, en fait, on a un peu ces deux casquettes. On travaille pour nos biens, et donc on fait ce travail-là de sourcer, d'acheter, rénover, revendre et gérer. Et après, on travaille aussi pour compte de tiers, c'est-à-dire des propriétaires ou des héritiers. Et c'est souvent des héritiers qui nous appellent. Au secours, j'hérite d'un château, je ne sais pas, j'ai pas le temps, je n'habite pas sur place, comment je fais ? Mais je veux le garder, je veux le transmettre. Car c'est avant tout des morceaux d'histoire qui se transmettent de génération en génération. Et donc, dans cette volonté de transmettre, comment est-ce que je prends ces choses-là en main ? Et donc, nous, on intervient pour compte de tiers, on accompagne des tiers, à la fois sur la rénovation, l'ameublement, et puis aussi sur la gestion, aider à trouver un business model, le mettre en place. Et ça, là-dessus, on a des partenariats privilégiés avec des canaux de distribution privilégiés qui peuvent essayer de vous assurer une rentabilité sur votre bien. Alors je disais, quand on parcourt votre site, on trouve quelques images effectivement de vos réalisations, et notamment le premier bien, entre guillemets, ouvert à la vente, qui est le manoir de Tourpes, en Normandie. Vous en avez aussi d'autres qui vont arriver ? Tout à fait. En fait, on a d'autres châteaux dans les tuyaux, entre guillemets. On raisonne par grappe de façon assez simple pour être le plus efficace possible. Donc on arrive dans une région, on vise à acheter 3-4 châteaux. Donc là, on en a 2 autres dans le pipe, un qui va être livré à l'automne, qui est à 9 km, un château encore plus grand, 7 hectares, une vingtaine de pièces, un terrain de tennis. Et puis ensuite, on en a un autre que nous sommes en train d'acquérir. Et puis après, on va se déployer dans d'autres régions, en Bourgogne, en Provence et dans les Pays de la Loire. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, on travaille aussi pour compte de tiers. Donc à l'heure actuelle, on accompagne 5 propriétaires qui sont héritiers de châteaux ou qui viennent de les acquérir, et on les accompagne dans le développement d'un projet économique qui leur permettra de transmettre leur château à leurs enfants. Alors, vous raisonnez beaucoup avec le vocable régional de la région, etc. Quand on est un peu habitué au domaine immobilier, on sait que c'est compliqué de trouver des artisans d'art, par exemple, parce que c'est aussi des choses importantes dans ce monde des châteaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en vous implantant, par exemple, par région, là, vous sourcez aussi des artisans de qualité en les ancrant un peu. Enfin, vous leur offrez aussi des débouchés à leur savoir-faire. Enfin, ça fait partie de votre raisonnement aussi. Tout à fait. C'est tout notre enjeu. C'est un peu ce qu'on pourfend dans l'investissement en patrimoine historique. C'est une véritable écologie. Et donc, dans cette logique écologique, c'est vraiment de pouvoir investir dans son territoire. Donc, de pouvoir faire travailler la main-d'œuvre de proximité qui
qui a un savoir-faire, une identité locale, qui sait effectivement travailler les charpentes normandes, la pierre de Normandie, et pouvoir effectivement se dire qu'aussi l'euro qu'on va investir dans notre menuisier ou notre charpentier, par exemple, qui est à Lisieux, c'est un euro qui va ruisseler autour de Lisieux et donc servir tout un écosystème. Et c'est important parce qu'on veut des écosystèmes qui vivent autour de nos châteaux pour que l'expérience patrimoniale, qui n'est pas simplement ancrée entre quatre murs, elle puisse être aussi vécue dans toute une région. Aujourd'hui, vous vous adressez à qui finalement ? Aux propriétaires, à ceux qui veulent devenir propriétaires, aux CGP qui ont des clients qui veulent devenir propriétaires ? À qui s'adresse Prosper finalement ? Eh bien, à tout cela, en fait, on s'adresse globalement à 2 catégories de personnes. Premièrement, les personnes qui veulent ou qui ont toujours eu un peu ce doux rêve de devenir châtelain, mais en se disant c'est une sombre folie et donc je ne vais pas mettre 1 euro là-dedans et ce que je ne sais pas faire. On les accompagne, on est là. Et donc, et on le redit, c'est un dispositif fiscal qui est assez avantageux, donc parlons-en. Et puis, on s'adresse également aux propriétaires de châteaux qui, eux, ont besoin d'aide ou qui sont un petit peu débordés ou qui ne savent pas faire. On peut les accompagner pour leur rénovation, leur ameublement et leur gestion de château. Pierre-Emmanuel Châtefaux, donc, pour Prosper. Vous retrouverez tout ça, prospercollection.fr pour découvrir tout ce qui est disponible. On marquera tout ça, bien évidemment, dans le descriptif. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et fait découvrir cette proposition patrimoniale un peu atypique. Merci beaucoup, Cédric. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, Cœur de patrimoine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité en étant chaque semaine au rendez-vous. J'espère que les analyses, les conseils et les décryptages de nos experts vous auront encore permis d'y voir plus clair cette semaine pour mieux piloter vos décisions patrimoniales. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.